des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Débiller. Unir nos voix. Ces gamins, ils ont besoin d'expériences affectives sécurisantes. Et le monde tel qu'il va, il est incapable de leur offrir. Le capitalisme nous mène droit dans le mur parce qu'il n'a finalement rien à proposer aux jeunes. Aucun idéal. Cette merde de système glorifie la performance. Comment être le meilleur? Comment être le plus riche? Comment être le plus rapide? Il propose aux enfants des idéaux de néant. Il s'agit d'un extrait de votre livre « Les Dragons », Jérôme Collin, qui a inspiré une pièce de théâtre éponyme. Merci d'être parmi nous aujourd'hui aux côtés de Byron, qui est engagé auprès de Latitude Jeune. Salut Byron. Bonjour. Ainsi que Alan De Peut, qui est lui psychologue auprès de l'association Impasse dans l'impasse, que nous remercions également pour sa présence. Merci beaucoup Alan, Byron et Jérôme d'être là avec nous. Et enfin, bonjour à vous qui écoutez cette émission intitulée Santé mentale des jeunes, reflet d'une société qui va mal. Et merci pour l'intérêt que vous portez à cette question cruciale à nos yeux. Que révèle une société où tant de jeunes sont en détresse? Alors, moi, c'est Mako, je suis animatrice pour Présence Action Culturelle, un mouvement d'éducation populaire. Et je vais commencer mon petit tour de questions. Alors, je commence par toi, Jérôme. Bonjour. Salut Jérôme. Alors, dans ton livre, il est question d'amour, de réparation et de dragons. Alors, dis-nous, qui sont donc ces mystérieux dragons? Les dragons, c'est le nom que j'ai donné aux jeunes en mal-être aujourd'hui. Alors les dragons, le roman, il se passe dans un centre psychiatrique pour ados, mais de manière beaucoup plus étendue. C'est tous les jeunes qui ressentent une espèce de mal-être par rapport à la société dans laquelle ils vivent, et particulièrement par rapport à l'avenir. Mon obsession quand j'écris les livres, c'était de trouver un titre qui soit un titre communautaire. Je voulais qu'on ne les appelle plus les malades, les fous, les différents, les anormaux, que sais-je, que des mots charmants. Je voulais leur donner un nom qui soit un nom d'empouvoirment, comme on dit aujourd'hui. Quelque chose qui pourrait être noble pour dénommer ce qu'ils sont. Et puis les dragons, c'est imposé pour différentes raisons, mais je trouve ça plus beau d'être un dragon que d'être un malade. Oui, et puis c'est une créature mystérieuse mais universelle. On trouve des traces de dragons partout sur les Exactement. 5 continents. Et oui, c'est tout à fait adéquat, je trouve. Alors, Byron, justement, toi, est-ce que tu en connais des dragons? Et puis, est-ce que toi-même, tu te reconnais dans le portrait des dragons que vient faire Jérôme? Quels sont les traits, en tout cas, qui te parlent le plus de ces merveilleuses créatures? Justement, des dragons, j'en connais un vraiment bien, puisque c'est moi. Je suis parfois en mal-être de la société. Quand je réfléchis à peut-être avoir des enfants plus tard, je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de donner naissance à quelqu'un qui va évoluer dans la société qu'on a aujourd'hui? Est-ce que vraiment la société peut porter un nouvel être? Est-ce qu'on peut se développer correctement dans cette société? Et donc je me pose plein de questions. Je me demande si vraiment je devrais pas aider quelqu'un qui est en mal-être, parce que je me rends compte qu'il y a plein de malheurs autour de moi. Donc je pense que le dragon que je connais le mieux, c'est moi-même. J'en connais d'autres, il y en a pas mal autour de moi, parce que de plus en plus, les jeunes de ma génération sont en questionnement en fait, sur la société actuelle et sur leur place dans cette société, et essayent de voir un petit peu soit ce qu'on peut faire pour améliorer, soit ce qu'on peut faire pour aller à l'encontre de ce qui va mal. Mhm. Et toi, en tant que dragon, est-ce que tu te sens puissant? Puissant, c'est un grand mot. Je me sens tout petit face à la grande société, mais j'essaie de faire des petits gestes de colibri. J'aime beaucoup de parler de colibri comme ça, parce que je me dis que je fais des petits gestes pour la société, j'essaye un petit peu d'apporter ma pierre à l'édifice. De là à me sentir puissant, je pense qu'il y a un monde. Exactement. Alors justement, Alan De Peut, toi, tu es psychologue au sein d'une association qui s'appelle Impasse dans l'impasse. Tu peux peut-être un petit peu nous parler de la sauce. C'est quoi Impasse dans l'impasse? C'est le centre de revalidation spécialisé sur le suicide. Donc on intervient sur tout pour faire des consultations psychologiques auprès d'un public qui est soit concerné personnellement par le suicide, soit parmi leurs proches, que ce soit le deuil, ou pour accompagner les proches de quelqu'un suicidaire. Et on propose aussi beaucoup de prévention. On fait quand même pas mal de prévention. On fait aussi de la prévention aussi dans le milieu carcéral. Et on vient en aide aussi aux indépendants en détresse
qui malheureusement aussi est un nouveau point qu'on doit faire de plus en plus attention. Ok. Et justement, Alan, ils sont nombreux ces centres psychiatriques qui accueillent des jeunes en souffrance. D'ailleurs, les listes d'attente pour y accéder sont extrêmement longues. Aujourd'hui, on estime qu'un jeune sur 6 souffre de troubles. Qu'est-ce que ça révèle finalement de notre société ? Cela met en lumière une réalité. Notre société ne parvient peut-être plus à répondre aux besoins psychologiques des jeunes. L'individualisme croissant, les pressions sociales et académiques exercent une pression énorme sur eux, ce qui contribue à l'augmentation des troubles. Bien que les jeunes soient connectés via les technologies modernes et les réseaux sociaux, ces interactions numériques ne remplacent pas toujours les contacts humains directs. Ce besoin de connexion réelle s'est particulièrement manifesté au sein de notre association après la pandémie, lorsque de nombreux jeunes eux-mêmes ont exprimé le désir de reprendre des consultations en présentiel. Ce manque de contact direct peut créer un sentiment d'isolement et de solitude, soulignant l'importance des interactions humaines authentiques pour notre bien-être. La souffrance des jeunes, qui, chez certains comme Jérôme, se manifeste par de la colère, reflète un malaise plus profond face à un monde qui ne leur accorde pas toujours l'espace dont ils ont besoin. Lorsqu'ils arrivent dans ces centres psychiatriques, ils y trouvent non seulement un soutien professionnel, mais surtout un lieu où ils peuvent se retrouver entre eux, sans jugement. Pendant la pandémie, alors que la plupart des lieux de rencontre pour les jeunes étaient fermés, la demande pour les centres psychiatriques a considérablement augmenté. Cette situation a révélé à quel point les jeunes ont besoin de ces espaces pour nouer des liens et se reconnecter les uns avec les autres. Ce qui fait réellement soin dans ces centres, c'est cette possibilité de recréer des interactions authentiques, car parfois ce dont on a plus besoin, c'est simplement d'avoir quelqu'un à qui parler. Mais justement, Jérôme, pour les protagonistes de ton bouquin, ce monde est intolérable. Il est vraiment juste intolérable. Et est-ce que tu partages toi aussi ce constat, j'imagine déjà la réponse. Et puis, est-ce que finalement, est-ce que c'est pas ce monde qui tourne à l'envers, qui n'est pas normal finalement ? Ouais, intolérable évidemment il l'est. Regardez le nombre d'injustices auxquelles on est confronté ou témoin chaque jour. Donc évidemment c'est intolérable. Le malheur c'est que pour grandir et devenir un adulte, on commence à apprendre à tolérer ce genre de choses la plupart d'entre nous. Et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est pour ça aussi que ces adolescents, on doit les laisser nous juger. Parce que eux, ils ont un sentiment de la justice qui est extrêmement plus aiguisé que le nôtre, et c'est pour ça qu'il faut qu'on les entende. Il faut qu'on entende qu'ils nous disent qu'on a abandonné des choses. Moi, la jeune fille qui m'a guidé pour l'écriture des Dragons, un jour m'a posé une question étonnante. Elle m'a dit mais entre toi et moi, Jérôme, qui est malade ? Et je m'entendais très bien avec elle. Et j'ai eu très envie de lui dire, écoute, jusqu'à priori, c'est toi qui es à l'hôpital. Moi, je suis en liberté, comme on dit. Évidemment, c'est toi. Je lui ai évidemment pas dit ça. Mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit. Et puis, elle a poursuivi. Et elle m'a dit, est-ce que c'est toi qui es malade, Jérôme ? Parce que tu es capable de tolérer des choses qui sont intolérables. Tu es capable de te promener dans la rue, voir quelqu'un qui est par terre, qui va dormir dehors, ne même pas aller dans ta poche pour voir si tu as de l'argent, et puis retrouver un ami 500 mètres plus loin, dans un bar, et raconter tes dernières vacances. Et j'ai dû lui dire que j'étais capable de faire ça, que ça m'était déjà arrivé, évidemment. Et puis elle m'a dit, ou alors c'est moi qui suis malade. Moi qui suis incapable d'accepter ça. Quand je vois ça, c'est une semaine de tétanie pour moi, parce que c'est intolérable. Et la question est excellente. Qui est malade ? Eux qui ne parviennent pas à tolérer ce monde rempli d'injustice, ou nous qui apprenons à l'apprivoiser, le tolérer et nous cacher de toutes les réalités qui nous entourent. La question est absolument excellente, je trouve. Et les Dragons, c'est ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un tabou énorme autour de la santé mentale des enfants. C'est parce qu'ils nous mettent quand même un miroir sur nos échecs, nos lâchetés, etc., qui est tout à fait dérangeant. Et quand tu as écrit ce bouquin, est-ce que tu t'es souvenu du dragon que toi tu as été finalement ? Bien sûr. Je l'ai écrit en me souvenant d'un de mes enfants, de moi, bien sûr, et de tous ceux que j'ai rencontrés durant l'écriture, parce que je suis allé dans un centre pour écrire, et j'ai fait un mélange avec tous, mais c'est sûr que le petit Jérôme du roman, et qui est en colère contre le monde entier, etc.,
il est plus qu'évident que j'ai pas été le chercher très loin. C'était évidemment moi j'étais un exclu scolaire, par exemple. Tout à l'heure, monsieur a parlé de la pression académique. C'est une question absolument centrale dans la santé mentale des adolescents. Il y en a d'autres, hein, mais c'est une des questions centrales sur laquelle on ne peut pas passer. Alors on peut pas trop en parler parce que sinon les profs sont pas contents, parce que eux ils font bien leur travail, etc. Je parle pas du tout des profs, je parle de l'institution scolaire qui est évidemment persécutante. À partir du moment où il y a un premier, un dernier, à partir du moment où il y a des règles aussi strictes, à partir du moment où il y a autant d'injustice, parce qu'un prof n'étant pas l'autre, les règles ne vont pas être les mêmes, et à partir du moment où il y a que les premiers qui réussiront dans la vie et les derniers, ils auront des vies de merde, il est évident que c'est abîmant, il est évident que c'est un système persécutant. En fait, quand on regarde, leurs histoires d'amour sont violentes, persécutantes. Évidemment, la relation à la famille est compliquée, mais ça, c'est pas nouveau. La relation à l'école est compliquée. Évidemment, les réseaux sociaux qui ne s'arrêtent jamais, c'est compliqué. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses compliquées à endosser chaque jour sur le dos. Alors, on reste complètement surpris comme ça quand on lit un enfant sur 3 souffre d'angoisse ou de dépression. Un enfant sur 10 a déjà très pragmatiquement pensé au suicide entre 12 et 18 ans. On se dit mais non. Et puis en fait si. La vérité c'est que ces chiffres sont tout à fait vrais. Si vous rajoutez à ça les très joyeux chiffres de l'inceste, etc., on peut évidemment comprendre pourquoi il y a un tel mal-être dans notre société. Ce qui reste étonnant, c'est que nous ne semblons pas comprendre, nous les adultes. On continue de se dire mais comme c'est étonnant ce phénomène. Alors qu'en fait, quand on étudie un tout petit peu la question, en fait c'est absolument normal qu'ils aillent mal. C'est ça. Et si on se souvient du dragon qu'on a été, on sent encore le souffle dans cette colonne de colère qu'on peut éprouver face aux injustices et aux inégalités. Mais il n'a pas disparu. Hein. On ne laisse pas le dragon une fois passé 21 ans. Il nous accompagne toute nos vies. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on apprend à dompter, on apprend à pas mordre tout le monde, on apprend à vivre en société, mais c'est un apprentissage. Le dragon, il reste là toute la vie. Et tant mieux d'ailleurs. Justement, Byron, pour revenir un petit peu à la question scolaire, face à l'exclusion, au décrochage notamment, est-ce que toi tu as le sentiment que l'école pourrait franchement faire mieux et offrir un espace voué peut-être à l'épanouissement des adultes en devenir et à la portée de tout le monde, quoi. Je suis ravi que tu en parles parce que je suis enseignant dans le primaire en fait. Et donc ça me touche particulièrement ce genre de questions. Les enfants ont un terrible besoin de s'exprimer. J'ai des élèves qui l'année dernière m'ont dit « Monsieur, vous êtes le meilleur des profs ». Et je leur demande, mais pourquoi ? Parce que quand on a quelque chose à vous dire, vous nous écoutez. Et je me dis, en fait, on manque de cette écoute, mais c'est pas seulement dû au prof qui n'a pas envie d'écouter, c'est aussi dû au système. Le nombre d'attendus qu'on a, tiens, je dois rendre un tel, le CEBC bientôt, faut que je me dépêche. Et en fait, ces enfants, ils sont en manque d'écoute, mais l'enseignant, il est stressé par ces attendus de l'administration. Et donc, je pense qu'on aura à y gagner à faire cet espace de parole, cet espace de partage que j'essaye de laisser dans ma classe dans des moments un peu plus décontractés, parce que, comme les autres profs, je peux pas le faire tout le temps. Et donc, on y gagne au final parce que les enfants sont plus attentifs, ils ont déposé leur bagage. J'aime beaucoup le rituel de dire comment je me sens le matin, pour dire que l'enfant pose son bagage à l'entrée de l'école et puis après, il est libre pour les apprentissages. Et justement, à travers cet espace d'expression, mais c'est un petit peu en lien avec le métier que j'exerce et que mon équipe exerce au sein de l'éducation populaire, où l'esprit critique, en tout cas, on cultive l'esprit critique, on l'exerce. Cet espace d'expression, en tout cas, cet exercice de l'esprit critique, est-ce que tu le trouves suffisamment présent au sein des établissements scolaires par où tu es passé en tant qu'enfant, mais aussi aujourd'hui en tant qu'adulte? Absolument pas. Dans les établissements scolaires, on a tendance à dire taisez-vous, écoutez le prof. Ouais, mais l'enfant, il a des tas de choses à dire. Il doit s'exprimer, il a des envies, des revendications. Il y a des choses qui vont peut-être pas dans sa vie, mais il y a peut-être des choses qui vont pas dans la société ou qui vont pas en classe. Et si la manière dont j'apprends à 25 élèves, ça correspond qu'à un élève sur toute la classe, comment je le sais si je leur pose pas la question ? Comment je le sais si je discute pas avec eux ? Et même au-delà de ça, parfois les parents ne discutent pas avec les enfants. J'ai enseigné dans une école où les enfants avaient beaucoup de choses à dire. Et puis à un moment donné, quand les parents me demandaient qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant, je disais discutez avec. Demandez-lui comment s'est passée sa journée. Ah ouais, mais... Hein. Alors on leur donne le téléphone, on les écoute plus. Et l'enfant, il s'exprime parfois par des colères, parfois par des tristesses extrêmes, qui ne sait pas d'où elles viennent. Mais en fait, si on creuse un peu, on peut très très vite deviner l'origine. C'est juste un manque d'expression avec les gens qui l'entourent.
Alors, Alan, eh bien, dans l'impasse, en tout cas chez Impasse dans l'impasse, pardon, cette sensibilité qui est exacerbée des dragons, vous la rencontrez au quotidien sur le terrain. Alors, finalement, est-ce que c'est pas, comme disait Jérôme tout à l'heure, de la lucidité et est-ce qu'ils n'ont pas raison, ces ados, ces jeunes qui nous disent que ce monde doit être réenchanté de toute urgence par d'autres modèles que celui proposé par le capitalisme? Pour moi, il est important de ne pas simplifier la situation en termes de lucidité ou d'avoir raison. Ce que les dragons, ces adolescents, expriment va bien au-delà d'une simple prise de conscience rationnelle. Ils vivent une souffrance profonde qui n'est pas une question de logique ou de vérité absolue, mais bien de ressenti et d'émotion. Cette souffrance ne peut pas être jugée en termes de raison ou de tort. Elle est réelle et tangible, et c'est cela qui compte avant tout. Les adolescents que je rencontre ne sont pas animés par un désir de mort, mais par une quête d'une vie différente, plus authentique, qui échappe aux contraintes qu'ils perçoivent dans notre société actuelle. Les idées suicidaires, aussi douloureuses et inquiétantes soient-elles, deviennent parfois pour eux une façon de dire que la manière dont ils sont obligés de vivre n'est plus tenable. C'est leur façon d'exprimer un besoin urgent de changement. Donc, notre rôle en tant que professionnel ou accompagnant, c'est pas de juger la souffrance des jeunes ni la réduire à une simple sensibilité exacerbée. C'est à nous, adultes, de faire l'effort de les rejoindre dans ce qu'ils vivent, de les écouter véritablement là où ils sont, en les aidant à comprendre ce qui les touche si profondément. Nous leur permettrons de trouver des alternatives, des manières de vivre autrement. C'est ce que je pense que M. Collin a fait quand il est allé lui-même dans ces centres psychiatriques pour s'immerger, pour justement limiter l'écart qu'il y avait entre lui et ces jeunes, pour pouvoir en parler dignement et pouvoir en parler même honnêtement et authentiquement. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre, justement. Et quand à la question de réenchanter le monde, le monde, par d'autres modèles que celui proposé par le capitalisme, c'est une réflexion qui mérite d'être explorée. Il est clair que ces jeunes ressentent un malaise vis-à-vis d'un système actuel qu'ils perçoivent comme oppressant, déshumanisant, leur appelle à un changement de paradigme à une société qui valorise d'autres choses et une revendication légitime qui mérite d'être entendue. En résumé, il ne s'agit pas de savoir si ces jeunes ont raison ou tort, mais de reconnaître la réalité de leur souffrance et de les accompagner dans leur recherche d'une vie qui leur corresponde mieux, tout en étant à l'écoute de leurs critiques envers le modèle de société actuel, et peut-être d'admettre qu'en effet, sur ce point, ils ont sans doute raison. Ils ont raison, ces jeunes, Jérôme, finalement. Sur le réenchantement du monde, c'est absolument évident. Si vous êtes un minimum informé, le monde n'est pas un endroit enchanté, en tout cas ne l'est plus. Donc il y a besoin, regardez ce qui s'est passé pendant le Covid par exemple, quand on s'est tous retrouvés chez nous, il y a eu une recherche d'enchantement. C'était évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans la nature pour ceux qui pouvaient évidemment le faire. Et ceux qui ne pouvaient pas, ils ont écouté de la musique, ils ont regardé des films, etc. C'est des moyens de transcendance, la culture et l'art de manière générale. Et c'est là qu'on a été chercher la communauté. Et réenchanter le monde, c'est la recommunautariser dans le très beau sens du mot communauté. C'est revivre ensemble, en fait, et partager des émotions et avoir des socles communs culturels pour qu'on puisse se parler avec nuance, etc. etc. Et je pense que c'est ça. Et ce monde où certains savent et d'autres ignorent, certains sont riches et d'autres sont pauvres, etc., il a largement prouvé qu'il ne rendait pas heureux. Et donc, évidemment, il y a un besoin de réenchanter le monde. Moi, je suis très mal placé pour savoir comment le réenchanter. Je n'ai absolument aucune idée, mais il y a des gens qui se présentent aux élections, donc ils doivent avoir une petite idée sur la question, et on attend évidemment qu'ils le fassent, parce que évidemment que la vie, ce n'est pas que l'économie, ce n'est pas que la pension, ce n'est pas que le travail. C'est entre autres ça, bien évidemment, mais ce n'est pas que ça. Il y a toujours cette petite chose qui est oubliée, qui est comment nous allons être heureux collectivement. La question ne se pose jamais. Je n'entends dans aucune campagne électorale parler de cette question comme si en fait c'était pas important parce que c'était pas pragmatique, c'était pas tangible, c'était pas calculable. Or c'est calculable. On sait combien coûte la santé mentale des ados chaque jour, on sait combien coûtent les maladies généralistes chaque année, etc. Elles viennent aussi de là. Et donc, je suis toujours étonné quand même que la question de réenchantement du monde se pose dans les milieux culturels et ne se pose absolument pas dans les milieux politiques. Alors que tout le monde y gagne en fait. Le bonheur, c'est peut-être aussi le bonheur collectif, en tout cas, c'est peut-être un choix politique. On voit bien en Bhoutan, par exemple, l'indice du bonheur fait partie structurellement du pays. Et justement, cette vision politique de l'enchantement du monde,
du réenchantement du monde. En tout cas, on a vu le paysage politique être bousculé depuis les dernières élections. Est-ce que vous sentez, vous trois, qu'il y a quelque chose qui se profile de plutôt pessimiste ou plutôt optimiste? C'est une vraie question, ça, Mako? Ouais, c'est une vraie question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités qui vont surgir prochainement? Je veux dire, si on met en place toutes les conditions qui vont peut-être générer l'activation d'une certaine forme de colère, en tout cas de désir de changement, de transformation sociétale, est-ce que finalement il n'y a pas des ouvertures, des opportunités qui pourraient se profiler? Moi, j'ai vécu un moment de grand désespoir dans l'écriture des Dragons, dont je parle très très peu. Je parlais avec une psychologue ou psychiatre marseillaise qui s'appelle Michel Benaïm, qui a publié beaucoup, etc., qui est une femme absolument brillante. Et elle me disait, on parlait de ce capitalisme qui proposait aux jeunes que des idéaux de néant. Je disais, et elle me disait, mais il n'y a plus de grands projets collectifs. L'avenir, en fait, il est sombre parce que c'est toi tout seul avec ta famille, on sait combien, évidemment, c'est compliqué, etc. Mais il n'y a plus un avenir collectif que l'on dessine dans une société, évidemment, qui est de plus en plus individualiste. Et je disais, mais tu te trompes, Michel, en fait. Il y a un grand projet à venir. C'est l'écologie. Moi, je les ai vus, les jeunes, dans la rue. Je vais manifester avec eux. Et elle a éclaté de rire. Là, elle était à 40 cm de moi, elle a éclaté de rire tellement elle trouvait ma réponse naïve. Elle me disait, mais tu savais comme ça ne concerne personne à ses yeux. C'est une frange tellement infime de la population, elle qui calcule tout ça. Elle me dit, tu te trompes. Ça ne portera pas. Et quand elle m'a dit ça, c'est presque un monde qui s'est écroulé parce que moi, c'était une espèce d'idéal. Je me disais, les jeunes ont cet idéal à travailler ensemble, qui est un monde écologique. Et elle, ça l'a beaucoup fait sourire. Et du coup, j'en ai parlé à pas mal d'autres psychiatres en leur disant, mais elle est ridicule, elle se trompe. Et ils étaient tous d'accord avec elle. Et c'était absolument désespérant de réaliser à travers ces discussions avec ces gens que ce projet-là, en tout cas, n'était a priori, moi je continue de l'espérer, a priori pas celui qui allait porter une jeunesse entière à travers le monde. Oui, en tout cas, peut-être une petite partie de la jeunesse, mais pas l'entièreté de la jeunesse. Et toi, Byron, justement, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, cette jeunesse qui est ignorée carrément. Est-ce que toi, tu en as fait l'expérience, par exemple, à travers ton engagement auprès de l'Attitude Jeune? Pardon. D'être ignoré, oui et non. En fait, j'ai l'impression, et mes amis en tout cas qui m'entourent partagent ce point de vue parce qu'on en a déjà longuement débattu, que dès qu'on fait une manif, dès qu'on essaye de faire entendre nos voix quelque part, en fait on se fait entendre par peut-être une personne, peut-être deux. Alors c'est déjà une victoire en soi, mais de là à faire bouger le monde, en fait j'ai du mal à voir un avenir où on va se mettre en commun pour quelque chose, parce qu'en fait ça devient désespérant. On voit des groupements, comme on a pu voir les Gilets jaunes à un moment donné, comme on a pu voir effectivement les marches pour l'écologie, où il y a plein de monde qui se mobilise. Mais en fait, c'est vrai que si on met ça à l'échelle du monde, il y a combien de personnes qui se mobilisent? En fait, ça ne représente pas grand-chose. Si on prend les gens qui se sont mobilisés à l'échelle du monde, ça représente peut-être, je sais pas, une province à l'échelle de la Belgique. C'est pas très très grand. Et donc en fait, on se démoralise tout seul en se disant... ça marche pas, à quoi bon y aller, à quoi bon manifester, à quoi bon chercher des solutions. Et en fait, on finit par revenir à l'individualisme où on va se dire, je fais mon geste moi seul, j'espère que ça pourra aider, peut-être, pourquoi pas. Si ça aide, tant mieux, si ça aide pas, j'aurais essayé. Et on se mobilise plus tant que ça, en fait, j'ai l'impression. Mais la question de savoir si la question de la santé mentale intéresse le monde politique, il suffit de suivre un petit peu l'actualité pour comprendre que non. Moi, j'ai une preuve assez tangible de ça avec les Dragons, parce que j'ai eu la chance que les Dragons soient massivement lus. Tous ces gens, ils sont informés de ce dont on parle dans l'œil médiatique à ce moment-là. On leur fait un compte-rendu tous les matins. Donc évidemment, ils sont tous au courant de l'existence de ce livre, parce que c'est un fait de société. Eh bien, personne n'est revenu. Aucun parti n'a pris la balle au bond, même électoralement parlant. En voyant le tsunami qu'il y avait autour du livre, parce que c'était important, quoi. Moi, j'étais le premier surpris, mais c'était triste, en fait, que ce livre intéresse autant de monde, véritablement. Eh bien, il n'y en a même pas un par opportunisme électoral, alors qu'on a des champions en la matière.
eh bien qu'il a pris cette balle au bond. C'est quand même la preuve absolument tangible que c'est une non-question pour eux. On n'en a pas entendu parler dans la campagne, malgré ça. Et c'est absolument regrettable, c'est dire la distance évidemment qu'il y a entre cette réalité-là, en tout cas, et le monde politique. Mais on n'a pas entendu parler des jeunes de manière générale, de toute façon, hein, dans la campagne. On entend parler des vieux qui ont un petit peu de moyens, comme nous, ça nous arrange bien. Mais des jeunes, non, on n'entend pas parler. Et ça, je trouve que c'est une maladie politique extrêmement grave pour le moment. Et comment tu expliques ce désintérêt justement des dirigeants pour les adultes en devenir finalement, pour notre avenir? Je ne me l'explique pas. Franchement, j'essaye de comprendre. Je pose la question à plein d'amis très intelligents à moi, comme Thomas de Gadisseux, Bertrand Rennes, qui sont des journalistes à la RTB extrêmement informés, etc. Je ne sais pas, je ne m'explique pas le désintérêt de la classe politique pour les jeunes. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais tu as toujours l'impression qu'on met des pansements sur des morsures de crocodile. Donc, c'est quand même, c'est pratiquement inexplicable. Comme si ça ne rentrait pas dans le giron. Que la jeunesse, c'était l'école, point. Et que derrière, il n'y avait pas un autre grand projet pour la jeunesse. À croire qu'ils ont oublié les dragons qu'ils ont été eux-mêmes, en fait. Possible. Alors, j'avais envie de poser une question aux adultes pour commencer. Voilà. Je vais commencer par toi, Alan. Qu'est-ce que tu as envie de dire là maintenant aux jeunes que tu as été autrefois? C'est compliqué parce que d'abord, je me considère encore jeune. J'ai que 25 ans, donc on va dire, je suis vraiment peut-être à la limite. Donc je comprends encore un peu tout ce que les jeunes vivent maintenant en soi. Je fais aussi partie de la génération qui a un peu été, qu'on entend souvent dire, sacrifiée durant le Covid parce qu'il n'y avait plus rien. Hein. C'est, effectivement, le seul pilier qu'il y a pour l'instant pour la jeunesse, c'est l'école. C'est déjà pas un pilier qui est très sécurisant en soi, mais à ce moment-là, il n'y avait même plus ça. Donc on a vraiment été un peu abandonnés. Donc rentrer à l'âge adulte là-dedans, faire en soi partie de l'autre côté et me rendre compte que à mon niveau, je ne peux pas en soi changer la société comme il faudrait. Je vois bien, je suis encore attaché un peu à toutes les difficultés que la jeunesse subit, étant donné que en plus j'étais représentant étudiant, donc on va dire la santé mentale des étudiants et des jeunes a été vraiment quelque chose de très important pour moi. J'ai essayé de mettre des choses en place, mais j'ai dû vraiment battre contre le système encore et encore. Donc ce truc que je peux dire, peut-être pas moi jeune, ou plutôt à ceux qui le sont encore, c'est battez-vous contre le système, portez des projets justement pour le bonheur, pour la santé mentale, et surtout, une fois adulte, continuez à porter ces projets. Il ne faut pas s'arrêter. Merci pour cette réponse. Et toi, Byron, qu'est-ce que tu as envie de dire là, maintenant, tout de suite, à l'adulte que tu seras demain? Alors c'est comique parce qu'on a demandé à quelqu'un de 25 ans de parler aux jeunes, et moi j'ai 26 ans, mais allons-y. Ce que je dirais à l'adulte, c'est j'espère que tu es resté toi-même et que tu n'as pas cédé aux pressions, parce que c'est pas toujours facile. On a envie de rentrer dans le moule, surtout dans le métier que j'exerce. On a tendance à essayer de me pousser vers un moule qui ne me correspond pas, et j'espère que je résisterai. Parfait. Jérôme, et toi, qu'est-ce que À tu as envie l'adulte que je de vais devenir. raconter? À l'adulte que tu vas devenir ou au jeune que tu as été? Choisis, au choix. Évidemment, jeune que j'ai été. Ce que j'écris dans Les Dragons, je crois. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Un jour, l'autre va arriver. Et il va bouleverser tout. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut tenir le coup. Il faut... Murakami a écrit un roman formidable dans lequel il explique que quand il y a quelque chose qui nous poursuit, et il prend l'image de l'ouragan, il dit ça sert à rien de fuir. Il faut se retourner, lui faire face, le pénétrer, essayer de boucher le plus d'orifices possible pour pas être envahi par le sable qu'il contient, le traverser et en sortir. Ça traverse, tu t'en sortiras, il y a de la place pour tout le monde, pour les petits coincés, les petits furieux et tout ça, comme dans Les Dragons, je crois que tiens le coup, l'autre arrive et il va tout bouleverser, je pense. C'est beau, c'est très beau. Alors donc, si vous voulez en tout cas découvrir le livre Les Dragons de Jérôme Collin, paru aux éditions Alary, c'est ça? Eh bien, il est évidemment disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis, à l'automne prochain, il y aura plusieurs dates qui annonceront la pièce de théâtre qui est tirée des Dragons. Surtout, ne manquez pas ce spectacle qui fait réfléchir, qui fait réagir, qui fait vibrer. Et puis, si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, Impasse dans l'impasse, rappelez-nous votre numéro de téléphone, Alan. Oui, donc si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, il y a plusieurs options. Donc il y a la ligne d'écoute 103 pour les enfants et les adolescents.
Il y a aussi la ligne d'écoute 107 qui est vraiment la ligne d'écoute générale. Et enfin, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour des consultations psychologiques avec notre équipe spécialisée dans l'accompagnement des personnes confrontées au suicide, vous pouvez nous contacter directement au 081 777 150. Merci beaucoup. Alors, 1000 fois merci à chacun de vous et chacune de vous de nous avoir permis de poser un regard à la fois puissant vers l'avenir, mais aussi plein de tendresse vers celles et ceux qui en dessineront les contours. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que Jérôme Collin, tu es attendu pour une séance de dédicace là à la casa derrière nous où nos auditeurs pourront te rencontrer. Puis, eh bien, à tous les auditeurs, je souhaite un excellent festival et une belle écoute sur Radio des Solidarités. Merci beaucoup. Merci Mako. Des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Débiller. Unir nos voix.